Alors, bonjour, on va procéder à la correction des pages 317 à 319 dans le manuel. Ça traite de l'eutrophisation de l'eau et ça traite aussi du traitement des eaux usées. Avant de faire ça, je vais juste faire un petit rappel sur justement euh, le traitement des eaux usées. Donc, le traitement des eaux usées, comme vous l'avez, j'espère que vous l'avez lu comme je l'avais demandé, le traitement des eaux usées, c'est des processus qu'on doit faire subir à l'eau pour la nettoyer, si vous voulez, avant de la rejeter dans l'environnement. Donc, comme c'est mentionné ici, si vous regardez la définition qui est en bleu, le traitement des eaux usées, c'est un processus qui vise à décontaminer des eaux pour les rejeter ensuite dans l'environnement sans qu'il y ait un risque de contamination quelconque. Donc, ce qu'on vous présente dans les étapes 1, 2, 3, juste en bas, c'est les différents procédés puis les différentes étapes à travers lesquelles les eaux usées vont passer pour pouvoir être nettoyées. Puis, ce qui est à retenir, par exemple, pour l'étape 1, c'est que c'est vraiment un traitement primaire. Primaire, pourquoi? Bien évidemment, c'est parce que c'est la première étape. C'est vraiment d'enlever les plus gros morceaux, d'enlever les plus gros déchets qui sont présents dans les eaux qui sont usées. Fait que c'est pour ça qu'on vous parle d'enlever des gros débris, les sacs de plastique, etc. Donc, le dégrillage qu'on voit ici à l'étape 1. Le dessablage, donc les eaux sont acheminées dans un grand bassin de sédimentation. La sédimentation, c'est qu'on va laisser comme si se déposer les particules plus lourdes au fond du bassin. Le déhuilage, bon, c'est enlever les parties, les couches graisseuses. Souvent, les graisses ont des masses volumiques qui sont moins élevées, fait que les graisses vont être retenues sur le dessus du bac. Puis, on va les enlever tout simplement à l'aide d'un racloir pour pouvoir nettoyer l'eau. Donc, alors, c'est vraiment le plus gros du travail qu'on fait ici. Puis ce qui est intéressant à l'étape 4, c'est qu'éventuellement, donc on vous dit qu'on ajoute les eaux restantes aux eaux restantes des substances chimiques capables d'agglomérer. Agglomérer, ça veut dire les mettre ensemble, comme de joindre les particules solides qui restent. Puis de cette façon-là, ils vont se déposer au fond plus facilement. Et ça va faire l'espèce de boue primaire que vous avez ici. Dans le fond, la boue, là, c'est comme un assemblage de toutes les petites particules qui vont être mises ensemble, qui vont être agglomérées à l'étape 4. Et vous allez avoir une boue primaire qui va se retrouver dans le fond du premier bac de la première étape 1. Donc, c'est ce qu'on appelle le traitement physico-chimique, mais plutôt, je préfère dire, moi, le traitement primaire. La deuxième étape, ah oui, une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'on parle souvent de déchets organiques et de déchets inorganiques. La différence entre les deux, elle est très, très simple, c'est que les déchets organiques, eux autres, ils vont venir d'une matière vivante. Donc, ça vient des organismes vivants, des excréments d'animaux, le lisier, le purin, le fumier. Lisier, purin, là, c'est un mélange de liquide puis de matière fécale des animaux. Donc, de fumier, de fiente, de litière. Ces matières-là, ça vient vraiment de la matière qui est vivante, ben, en fait, d'animaux vivants, évidemment. Donc, ça peut être des animaux, comme dans le cas ici, des excréments d'animaux, mais ça peut aussi être des déchets organiques, tout ce qui est végétal, qui est également de la matière vivante. Donc, des tontes de gazon, des épluchures de légumes, des restes de repas, des vinasses, des bactéries, des microbes, c'est intéressant aussi, des micro-organismes. Ça peut être, surtout s'ils sont indésirables, ça peut être des déchets qu'on considère organiques. Donc, organique, il faut l'associer à des déchets qui viennent au départ du vivant. Chose aussi à savoir, c'est que les déchets animaux, c'est très riche en phosphore et en azote. Donc, le fumier, le lisier, etc., ça peut également provoquer l'eutrophisation. Donc, c'est important de se rappeler de ça. À l'inverse, les déchets inorganiques, ben, ça le dit, ce sont des déchets qui ne sont pas organiques, qui ne viennent pas du vivant. Donc, c'est tout déchet qui est non vivant. Il y en existe évidemment des milliers, là, mais en gros, du sable, des roches, des solvants, des pesticides, des métaux lourds, des plastiques, tout ça pourrait se retrouver dans l'eau. Donc, je voulais juste faire une petite pause pour vous montrer la différence entre des déchets organiques, des substances organiques, et des déchets ou des matières inorganiques. Ceci étant dit, la deuxième étape, c'est le mot à retenir, c'est le traitement biologique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a parlé en classe des décomposeurs. Les décomposeurs, ce sont souvent des bactéries, d'accord? C'est des bactéries. Puis ces bactéries-là,
Elles vont dégrader des éléments non désirables pour pouvoir les neutraliser puis pouvoir enlever leur potentiel pathogène, c'est-à-dire leur potentiel à créer des maladies, pour en faire des minéraux ensuite. Des minéraux ou les transformer en des substances inoffensives. Fait que parfois, les bactéries, ils vont vraiment être utiles, d'accord? Donc, ils vont vraiment nous aider. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est pour ça qu'on appelle ça biologique, parce que c'est de la matière vivante, des bactéries, des micro-organismes qui vont digérer les matières organiques, donc des matières non désirables organiques, puis ils vont les décomposer. Donc, c'est pour ça qu'on traite on appelle ça le traitement biologique. Donc, c'est intéressant de voir qu'une fois que ça va être digéré, les particules solides qui sont formées, ben, une fois qu'ils vont être digérés, ils vont se retrouver au fond d'une cuve et ils vont faire aussi ce qu'on appelle une boue secondaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des matières organiques qui sont digérées. Fait que les bactéries vont digérer des matières du vivant, ils vont les dégrader, puis ces rejets-là, ils vont former une seconde boue au niveau du traitement qu'on appelle le traitement biologique ou le traitement secondaire. Ça, c'est le deuxième traitement. C'est vraiment quelque chose qui est fait par des micro-organismes, comme je le disais, des décomposeurs ou des bactéries. La dernière étape, c'est vraiment l'étape de la fin où est-ce que, bon, comme on l'a mentionné plus haut, 75 à 95% de l'eau est déjà propre, mais il reste certaines particules qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui doivent être traitées par ce qu'on appelle la désinfection. Ou le traitement complémentaire. Et là, vraiment ici, là, ça va être des traitements chimiques comme un ajout des produits chlorés, un traitement à l'ozone qui est très efficace contre les bactéries qu'on ne veut pas, des bactéries indésirables, puis un rayonnement, puis le traitement aussi aux rayons ultraviolets. Les ultraviolets sont très bons aussi pour neutraliser des substances néfastes. Donc, la dernière étape, c'est vraiment une étape de désinfection, une étape où est-ce qu'on va faire subir des traitements chimiques à l'eau pour pouvoir la rendre propre. Maintenant qu'on a vu ça, si on regarde notre correction, à la page 317, c'est vraiment quand on parlait dans la théorie, si on regarde un petit peu plus au début de la théorie que j'avais vue avec vous, je vous parlais de la contamination à la page 313. Ce tableau-là, on vous parlait ici de différents types de contaminants. Moi, je vous en ai fait souligner quelques-uns, mais c'est important de savoir qu'il y en a plusieurs autres. Donc, il fallait aller consulter le tableau de la page 9 pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, vous avez les différents types de contaminants à la page 313 et ça vous permettait de répondre à la page 317. Donc, ça ici, évidemment, il y a des bouteilles de plastique. C'est un polluant qui est physique, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'œil nu, donc polluant, bouteille de plastique. L'impact environnemental, c'était mentionné dans le tableau de la page 313, c'est qu'ils peuvent interagir, c'est-à-dire avec des animaux marins, puis les animaux marins peuvent les ingérer, ça peut être fatal pour eux autres. Donc, en gros, c'est ce que vous devriez avoir à peu près comme impact environnemental. La fiche 2, on vous montrait des bovins. Donc, ce que vous avez là, les bovins, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des déjections. Les déjections, c'est un mot poli ou un mot un peu fancy pour dire des excréments. Donc, des excréments animaux. Puis les excréments, là, c'est vraiment important, comme je l'ai mentionné tantôt, de se souvenir que eux autres, c'est pas pour rien qu'ils sont bons pour faire pousser, qui sont considérés comme engrais. Ils contiennent de l'azote et du phosphore. Donc, les déjections animales, c'est un polluant biologique, puis ça peut provoquer l'eutrophisation. Comme on l'a vu précédemment, l'eutrophisation, c'est lié à un apport très important d'azote et de phosphore. Donc, souvent, ça vient de l'engrais et ça peut venir des phosphates, des produits nettoyants, mais il y a aussi beaucoup d'azote et de phosphore dans les excréments d'animaux, comme je l'ai mentionné. Donc, ça peut provoquer l'eutrophisation à mort d'un lac. La fiche 3, c'était pas très clair, mais ce que vous avez ici, c'est du pétrole. Donc, c'est une marée noire, un hydrocarbure, le pétrole. Impact environnemental, ben, ça détruit les écosystèmes marins. Je pense que c'est des choses auxquelles vous êtes sensibilisés depuis longtemps. Donc, la fiche 4, ici, ce qu'il faut comprendre de ça, on voit une centrale nucléaire. On n'a pas abordé vraiment les centrales nucléaires en détail ensemble, mais la centrale nucléaire qui est ici, ce que vous avez, en son sens, vous avez ce qu'on appelle un réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire, en gros, c'est à cet endroit-là qu'il va se produire un phénomène qu'on appelle la fission nucléaire. Et ça dégage énormément de chaleur. Pour refroidir le réacteur, on fait passer de l'eau autour du réacteur. Et c'est cette eau chaude. Donc, ce que vous avez ici, là, c'est vraiment pas
du charbon qui est en train de se faire, brûler. Pas du tout. C'est simplement de l'eau qui a servi à aller chercher la chaleur du réacteur qui est acheminée dans ces grandes cheminées-là. Donc, ce que vous avez ici, c'est de la vapeur d'eau. Mais cette eau-là, elle est vidangée, c'est-à-dire qu'elle est renvoyée dans l'environnement. Puis, on va pomper une nouvelle eau pour pouvoir l'envoyer dans les réacteurs. Donc, les centrales nucléaires vont envoyer de l'eau chaude. Donc, l'important ici de retenir, c'est que l'eau chaude peut être considérée un contaminant physique qu'on peut observer. Puis, ça va réchauffer les cours d'eau, évidemment, puis ça va provoquer des impacts sur les écosystèmes qui ne sont pas adaptés à pouvoir subir des chocs thermiques comme ça. Ensuite, une autre question sur l'eutrophisation. Vous avez M. Alou qui se présente à l'animalerie avec une photo de son aquarium. Puis, bon, on vous dit qu'il explique à l'employé qui a acheté son aquarium, blablabla. Puis, pour chaque question, on demande de cocher les cases appropriées. Donc, A, le commis de l'animalerie indique à M. Alou des signes apparents d'eutrophisation. Donc, on sait, nous, que l'eutrophisation, il va y avoir présence d'algues à la surface. L'eau est trouble, elle est sans lumière, parce que évidemment, la partie qui est en dessous des algues n'a pas accès à la lumière. Puis, il y a une couche de boue qui se dégage au fond. J'en ai pas parlé beaucoup en classe, mais si vous lisez les pages 300, si vous allez voir les pages qu'on a vues ensemble, là, page 314, à la page 314, vous avez des informations. Puis, si vous regardez les étapes, vous avez une présence de boue qui vient des matières dégradées, des matières végétales mortes. Donc, la présence de boue au fond du lac est de plus en plus importante. Donc, ça, c'est un signe d'eutrophisation, bien que j'en ai pas énormément parlé en classe. Donc, il y a présence de boue. On serait tenté peut-être de dire qu'il y a présence de décomposeurs, mais les décomposeurs, ils sont naturellement présents dans l'eau. Donc, si on avait dit la présence anormale d'une grande quantité de décomposeurs, peut-être qu'on aurait pu le cocher. Mais je pourrais comprendre que vous seriez tenté de cocher décomposeurs, parce que oui, il y en a en grande quantité dans l'eutrophisation, mais ici, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est anormal. Il y a toujours présence de décomposeurs dans l'eau. Donc, pas assez pour qu'on le coche. Ensuite, parmi les facteurs responsables de l'eutrophisation, lequel s'appliquerait à la situation de l'aquarium? Ben, on n'a pas dit qu'il y avait eu des engrais ajoutés dans son aquarium. Il n'y a pas eu non plus de substances riches en phosphate, des produits nettoyants. Donc, on oublie ça. Il y a une présence importante de déjection. Il est fort possible qu'il y ait eu, comme je l'ai mentionné précédemment, il y a eu des fientes, ou pas des fientes, il y a eu des déjections d'animaux aquatiques qui sont présents dans son aquarium. Donc, ça c'est probablement ce qui a amené le phosphore et le phosphate, et l'azote, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas eu présence d'engrais ni présence de nettoyant. S'il n'y a pas eu de nettoyant, il n'y a pas eu d'engrais, il faut qu'il y ait eu un apport anormal de phosphate et d'azote pour pouvoir provoquer l'eutrophisation. Il est fort possible que ça vienne d'une déjection d'animaux aquatiques, des poissons, quoi que ce soit. Donc, un surplus de nutriments provenant de la décomposition réalisée par les décomposeurs, tout à fait. Puis une température élevée favorisant la prolifération des micro-organismes. On vous parlait tantôt qu'il y avait une température élevée, un petit peu plus élevée que la température pièce de 23 degrés Celsius. Donc, une eau chaude est propice à la prolifération des micro-organismes décomposeurs. L'ajout de pesticides, non, on oublie ça. Si M. Alou ne rectifie pas la situation, que risque-t-il de se produire? La réponse qui est donnée ici, c'est qu'éventuellement, les algues vont finir par mourir. Oui, les algues finissent par mourir, beaucoup plus par manque de dioxygène de lumière que de dioxygène. En fait, les algues ont beaucoup plus besoin du CO2 que du dioxygène, pour faire la photosynthèse. Mais en réalité, ce qu'on veut, nous, c'est simplement comprendre qu'éventuellement, ces algues-là vont finir par mourir parce que le lac va se vider de toute matière vivante. Puis, les décomposeurs, à un moment donné, l'oxygène nécessaire à leur survie va être non présent. Donc, même eux vont mourir parce qu'ils vont l'avoir tout utilisé et éventuellement, il y aura un lac qui va être considéré mort. Ensuite de ça, au numéro 3, dans le corrigé, on vous parlait de traitement, si vous êtes allé voir dans le corrigé du chapitre 7, on vous parlait de traitement physico-chimique pour le stérilisateur ultraviolet. Mais si vous allez voir dans ce que je mentionnais tantôt si vous allez voir dans ce qu'on a vu comme matière pour nos différentes étapes pour les eaux usées, alors, si on va voir ça, dans les étapes qu'on a vues ensemble, à la fin complètement, le traitement ultraviolet, vous voyez ici en bleu,
c'est considéré un traitement complémentaire ou de désinfection. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'écrire traitement complémentaire au lieu de physico-chimique. C'est vraiment pas une étape, le traitement ultraviolet, qui est une étape primaire. C'est vraiment une étape qu'on fait à la fin. Décanter la couche boueuse au fond de l'aquarium, c'est un traitement physico-chimique, c'est-à-dire que ça fait partie du traitement primaire. Bien qu'on en ait parlé tantôt concernant la deuxième étape, où est-ce que vous avez une boue secondaire, mais la boue est vraiment plus créée ici par les rejets des micro-organismes qui digèrent les matières organiques, alors que la boue primaire, c'est vraiment une boue physique qui se dépose au fond dans la première étape. Donc, la boue primaire que vous avez ici, ça vient vraiment de petites particules qui sont présentes déjà, mais qui vont se déposer au fond. Donc, la vraie boue qui se dépose, c'est vraiment dans l'étape primaire, alors que dans l'étape secondaire, dans l'étape biologique, c'est vraiment un rejet des micro-organismes qui fait ça. Parce que si vous regardez vraiment ce qui est mentionné, ici, on vous dit décanter la couche boueuse au fond de l'aquarium. On présume qu'elle est déjà présente et qu'elle finit par se déposer. Donc, c'est dans l'étape physico-chimique au début. Puis, traiter avec une substance conçue pour lutter contre la prolifération des algues, ce serait un traitement qui est complémentaire. Traiter avec une substance chimique, c'est vraiment à la fin qu'on voit ça. Donc, comme mentionné ici, là, subir des traitements chimiques qui servent à éliminer des substances potentiellement nocives pour un tel milieu. Donc, vraiment, ce serait un traitement qui serait considéré complémentaire pour le numéro 3. Si on va voir au numéro 4, pour ce qui nous concerne, bien évidemment, c'est des signes d'eutrophisation, c'est des facteurs qui pourraient créer une eutrophisation, des produits nettoyants qui contiennent du phosphate, des engrais qui contiennent de l'azote et des fertilisants qui contiennent aussi azote et phosphore. Donc, qu'est-ce que les administrateurs veulent éviter? Bien évidemment, ils veulent éviter l'eutrophisation puisque les produits mentionnés contribuent justement à l'eutrophisation. Si vous regardez au numéro 5 maintenant, on vous dit que bon, une fosse septique, ça fait le même principe. C'est un traitement des eaux, une usine de traitement des eaux, mais vraiment plus localisée, vraiment plus petite aussi. Donc, on vous demande les différentes étapes qui sont là, de les placer dans l'ordre. Donc, la première étape, vraiment, là, on ne peut pas hésiter, là, comme dans une usine, les matières organiques et inorganiques arrivent par un tuyau dans la première cuve. Donc, premièrement, les eaux, comme je mentionne, sont ici. Les eaux vont arriver dans la première cuve. C'est la première étape. La deuxième puis la troisième étape qu'eux mentionnent, donc la deuxième et la troisième étape, mais ils pourraient peut-être être inversés. C'est-à-dire, la matière organique qui reste en suspension dans la première cuve se déplace dans la deuxième cuve. Dans la première cuve, il y a de la matière en suspension qui se déplace dans la deuxième cuve. Puis ensuite, il va se faire un dépôt des matières flottantes qui va devenir une boue inorganique, une boue au fond de la première cuve, qui va être pompée. Donc ça, ce serait la troisième étape qu'on vous mentionne. Mais on pourrait dire que la boue se dépose et ensuite, elle est pompée et ensuite, il va y avoir, les matières vont traverser dans la deuxième cuve. Donc, 2 et 3 pourraient être interchangés, mais évidemment, 2 et 3 font partie du traitement physico-chimique, du traitement primaire du début. Ensuite, biologique, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est en lien avec des micro-organismes. Donc, dès qu'on fait intervenir des micro-organismes, c'est dans la suite du traitement. Donc, la matière organique qui flotte se déplace de la première à la deuxième cuve, se dirige vers le plateau bactérien. Donc, on va parler de micro-organismes décomposeurs. Puis ensuite de ça, dans le plateau bactérien, une fois que c'est déplacé vers le plateau bactérien qui contient des bactéries, ben, ce plateau bactérien-là, lui, ça va nourrir, c'est-à-dire les décomposeurs vont se nourrir de matière organique, puis vont la décomposer en nutriments comme d'azote et du phosphore, parce que c'est des décomposeurs. Donc ça, ce serait les 5 étapes. Donc, celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Puis évidemment, les 2 dernières étapes, c'est des traitements biologiques, comme je l'ai dit, parce qu'on parle d'organismes décomposeurs, puis on en parle encore une fois dans l'étape numéro 5. Alors voilà,